Nous avons vécu ensemble différents temps, le temps des plénières, le temps des ateliers, et puis des temps moins structurés, où ont été proposées des animations, où vous avez fait des rencontres. Vient maintenant le temps de la conclusion. J'appelle Jacques Toubon, défenseur des droits, à nous rejoindre pour prononcer la conclusion de nos travaux. Bon après-midi à toutes et à tous. Et d'abord, je voudrais consacrer mes premiers mots à des remerciements à Jean-Louis Sanchez et à Karine Sangor pour m'avoir invité cet après-midi à, non pas, ce serait prétentieux de ma part, conclure ces assises si riches pendant 2 jours, mais simplement vous dire quelques mots inspirés, bien entendu, par le thème de cette année, le temps, mais aussi par tout simplement l'expérience que j'ai depuis 2 ans de cette fonction, il faut le dire, exaltante, de défenseur des droits et de défenseur des enfants, puisque le défenseur des droits, depuis 2011, a 4 compétences, dont l'une est celle de la défenseur des enfants, et une des adjointes du défenseur des droits, Geneviève Avenard, qui est ici présente, est défenseur des enfants au sens propre du mot et au sens de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Je voudrais aussi dire bravo aux équipes qui ont organisé ici, dans ces arènes de Metz, cette importante réunion et qui ont été à votre disposition pendant ces 2 journées. Je voudrais aussi dire, un peu dans la suite de ce que vient de conclure Jean-Louis Sanchez, bravo à vous toutes et à vous tous qui, malgré les difficultés liées aux problèmes de transport, aux grèves, à toutes les difficultés, aux inondations, tout ce qu'on a pu connaître dans les dernières semaines, sont venus très nombreux ici, mais aussi, je crois, très engagés et très actifs pendant ces 2 journées. Donc je voulais simplement vous en féliciter, et en particulier ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui ont participé à ces travaux et qui sont des anciens et qui sont des parents qui prennent toute leur part à ces assises. J'en ai eu le témoignage, pas seulement par ouï-dire, mais justement parce que j'ai pu écouter la richesse des analyses et des conclusions des ateliers qui ont été rapportés tout à l'heure et qui me permettent tout simplement de comprendre, puisque c'est la première fois que je suis ici, de comprendre ce que sont ces assises annuelles et quelle importance elles tiennent finalement dans la vie, dans l'année de chacune et de chacun d'entre vous, et pourquoi vous avez tellement envie, en quelque sorte, que ces assises organisées par le Journal des acteurs sociaux se reproduisent chaque année, se renouvellent et que vous puissiez y participer. En tout cas, moi, je suis très content cet après-midi, en quelque sorte, d'en être avec vous. Ce thème, bien entendu, qui a été donné à votre colloque, a des allures de dilemme ou de paradoxe. Il faut du temps. C'est ce qu'on dit toujours, il faut du temps. Mais en même temps, on dit tout le temps, tout est urgent. C'est urgent.
il faut que ça soit fait tout de suite. Il faut du temps, et je dirais, comme le disait, je crois, le président Mitterrand, il faut lui en donner d'abord du temps au temps. Il faut s'en donner. C'est le temps de l'écoute qui est tellement important dans le travail que vous faites. C'est le temps de se connaître et de pouvoir, entre professionnels en particulier, travailler ensemble. Plus prosaïquement, je dirais, pour nous, le défenseur des droits, par exemple, c'est la longueur de certaines instructions, de certaines réclamations que nous recevons et qui s'expliquent par la volonté d'une rigueur extrême. Et le temps est souvent le compagnon de la recherche de la rigueur et du contradictoire. Mais en même temps, de l'autre côté, tout est d'actualité, tout est urgent et presque aujourd'hui instantané du fait de l'utilisation de plus en plus répandue des nouvelles techniques de l'information et de la communication, et notamment, bien entendu, les réseaux sociaux. Mais le fond aussi, en quelque sorte, de ce que nous faisons est urgent. Les droits sont, et notamment ceux de l'enfant, sont inconditionnels et d'effet immédiat. Et puis, tout est urgent parce que l'enfant est en danger, il est vulnérable, plus que d'autres encore, et il faut faire vite. Et il faut, par exemple, très vite diffuser l'information préoccupante. Et certains voudraient prendre plus de temps, justement. Il faut pester contre le juge qui donne ses rendez-vous avec des semaines de délai. Et ainsi, vous vous trouvez, et nous le voyons, nous le vivons, nous, à votre contact, au contact de la réalité des collectivités départementales qui sont à beaucoup d'égards nos partenaires. Nous vivons bien combien ces temps sont différents. Et en quelque sorte, ce sont des temps en quinconce. Le temps de l'enfant, le temps de l'institution, celui de l'administration, celui de la justice. Et par-dessus tout, on l'a évoqué tout à l'heure à propos de la radicalisation, le temps des médias, qui est devenu le maître suprême et qui, naturellement, lui, n'a jamais aucune considération pour le temps, sauf celui de la publication. Alors, je dirais, au début de ce propos, est-ce qu'on peut trouver une solution à ce dilemme? Est-ce qu'on peut faire une synthèse de ce paradoxe? Personnellement, je ne parle pas là en tant que défenseur des droits spécialement, mais personnellement, je pense que la réponse, c'est qu'il faut connaître, il faut savoir, il faut être conscient d'eux, il faut informer et s'informer. Car pour conjuguer la longueur et la brièveté du temps, c'est de quoi vous avez parlé depuis 48 heures, il faut en fait élargir le temps à l'espace. L'espace de l'échange, celui de la circulation de l'information, celui de la concertation, celui de la formation à laquelle vous attachez à juste titre tant d'importance. Le temps n'est pas un ennemi qui nous vaut du bien ou du mal. C'est un allié s'il est pris délibérément en connaissance de cause, je dirais en toute conscience. Et les besoins et les droits de l'enfant, qui sont pour nous, défenseurs des droits, défenseurs des enfants, à la base de tout, qui sont à la base de notre approche de ces questions, et dont je vais maintenant vous donner quelques exemples, illustrent bien, je crois, l'alliance avec le temps
Le principe, c'est protéger l'enfant avant de protéger, si j'ose dire, la protection. Et je voudrais mesurer combien nous sentons, nous, le défenseur des droits, le défenseur des enfants, comment protéger un enfant, respecter les mesures de sécurité imposées dans le cadre du placement, tout en lui permettant d'explorer, d'expérimenter, de découvrir le monde par lui-même et en respectant ses droits fondamentaux. Cette interrogation, naturellement, concerne tout particulièrement les professionnels de l'enfance, parce que l'approche à travers les droits de l'enfant constitue un levier éducatif pour accompagner les enfants pendant leur accueil et préparer leur avenir de citoyens, tout en respectant les droits naturellement proclamés par la CIDE. L'approche par les droits de l'enfant, qui est la nôtre, et dont je souhaite qu'elle soit celle de tous, constitue par ailleurs un point d'appui pour renouveler les modalités de relations entre les enfants et les jeunes, mais aussi pour repenser notre place et notre rôle d'adulte afin d'adapter au mieux notre posture professionnelle, la vôtre, en nous interrogeant sur le point de savoir comment prendre les décisions au cours de l'accompagnement de l'enfant protégé et accueilli, tout en favorisant sa participation active et raisonnée à ces prises de décision. Comment dépasser, autrement dit, les tensions entre les droits des enfants et ceux de leurs parents, des professionnels de la protection de l'enfance, mais aussi comment concilier les différents droits eux-mêmes, comment arbitrer, par exemple, entre deux droits qui peuvent se télescoper, comme le droit au développement et le droit à la sécurité. La question de l'effectivité des droits, qui est au cœur du travail du défenseur des droits, c'est pour ça qu'il a été créé par la Constitution en 2008, c'est pour ça que nous travaillons depuis 2011, notre organisation actuelle, avec 4 missions, 4 compétences, c'est bien, effectivement, d'assurer l'effectivité de droits qui sont, par ailleurs, proclamés, écrits, reconnus, et qui, bien souvent, ne sont pas réalisés. Pour les mesures de protection, c'est particulièrement évident. Et c'est pourquoi je voudrais introduire les propos que je vais tenir maintenant en citant simplement l'étude que nous avons faite et à laquelle nous avons participé, et qui est l'étude qui a été faite par SOS Village d'Enfants International et le Conseil de l'Europe sur cette question, et sur notamment la difficulté des professionnels à intégrer les droits de l'enfant dans leur pratique. Ainsi, la Commission européenne a mené des projets auxquels SOS Village d'Enfants a répondu au plan international et qui a abouti à un projet de formation au contact des publics vulnérables. Le projet retenu par la Commission européenne est en train de se dérouler. Il a commencé au début de 2015 et il se déroulera pendant 2 ans. C'est à partir de ce genre d'interrogation que je voudrais citer maintenant et développer en quelques mots 3 exemples de ce que nous cherchons à faire pour, comme je le disais tout à l'heure, créer cette synthèse à partir des droits de l'enfant entre les différents espaces et les différents temps. D'abord, celui de notre rapport d'activité en tant que défenseur des enfants pour 2015. Vous savez que la Convention internationale des droits de l'enfant demande que dans chaque pays, le ou la défenseur des enfants fasse, pour le 20 novembre, qui est l'anniversaire de la signature de la Convention, le 20 novembre 1989, fasse un rapport sur ce qui a été fait par le ou la défenseur des enfants au cours de l'année écoulée. Et nous avons voulu consacrer le rapport de 2015, qui a été publié en novembre l'an passé, à la situation des enfants handicapés qui sont par ailleurs
dans l'aide sociale à l'enfance. Ça s'est intitulé « Handicap et protection de l'enfance, des droits pour des enfants invisibles ». Je ne vais pas ici reprendre les conclusions de ce rapport. Je pense que hier, notamment, Marie Libéraire, qui est la chef du pôle droits des enfants chez le défenseur des droits, a eu l'occasion d'en parler, de l'exposer au cours d'un atelier. Mais je voudrais simplement dire combien nous avons eu le sentiment que la prévalence incontestable des situations de handicap parmi les enfants placés, en gros 17% au lieu de 2% en population générale. Combien cette prévalence, et notamment bien entendu de handicap psychique, de troubles de comportement, cette surreprésentation n'était pas suffisamment prise en compte. Et la question qui se pose naturellement, c'est celle de savoir si l'entrée en protection de l'enfance serait-elle justifiée si les bouleversements introduits par le handicap dans la vie des familles avaient été réellement pris en compte et pris en charge par un accompagnement adapté. Nous voyons bien comment aujourd'hui aussi, c'est le résultat du travail qui a été fait, la majorité des prises en charge dans ces cas-là se fait dans des structures non spécifiques. Or, ces structures ou familles d'accueil n'ont pas à leur disposition les plateaux techniques suffisants en termes de rééducation fonctionnelle, de prise en charge psychologique ou psychiatrique. En outre, les professionnels, c'est vrai, pour la plupart d'entre eux, ne sont pas suffisamment formés au handicap. Si bien que la prise en charge va se trouver inadaptée, le plus souvent, pour assurer un accompagnement satisfaisant des enfants en situation de handicap, alors même qu'elles vont être sollicitées pour des enfants présentant les troubles les plus lourds, parce que la situation familiale aura été notamment fortement dégradée. Il y a là, évidemment, une situation pour ces enfants particulièrement préoccupante, car ils sont en quelque sorte victimes de ce qu'on a dit d'un terme un peu rapide, mais je le redis, d'une sorte de double peine, et combien il est indispensable, et en tout cas nous, on s'efforce de s'y employer, combien il est indispensable qu'il y ait un dialogue et une compréhension mutuelle entre les professionnels des secteurs du handicap et ceux de la protection de l'enfance, afin de dépasser les clivages institutionnels. Je rappelle que c'est dans le cadre du département que s'exécutent les deux politiques, celle de la prise en charge du handicap et celle de la protection de l'enfance. Et je crois qu'il y a là, au niveau de la mission, qui est la mission même aujourd'hui des départements, la plus grande mission des départements, la mission de solidarité, vraiment un chantier tout à fait exemplaire à conduire. En tout cas, nous continuerons à nous battre naturellement pour cela, quel que soit le temps qu'il y faudra. C'est la même chose lorsque nous nous sommes interrogés, il y a 2 ans, sur la manière dont les enfants protégés avaient accès au système de santé et aux soins. Quel accompagnement leur est proposé autour de la santé? Dans quelle mesure le suivi sanitaire de l'enfant protégé vient-il mobiliser la conception de la suppléance familiale et donc l'articulation entre le lieu de vie de l'enfant et les détenteurs de l'autorité parentale? Qu'en pensent parents et enfants? Et cette étude a donc été conduite en 2014 et 2015, et elle a donné un certain nombre d'enseignements que je vais résumer ici,
mais qui me paraissent particulièrement exemplaires de la problématique que j'ai dite dans mon introduction. Premièrement, il y a peu de problèmes d'affiliation des enfants placés, les procédures ayant été largement simplifiées par les caisses primaires d'assurance maladie. Deuxièmement, la pratique du bilan de santé à l'arrivée de l'enfant dans le dispositif de la protection de l'enfance n'est systématique selon l'enquête, et l'enquête a été très exhaustive. Nous avons eu des réponses très nombreuses à la fois des départements, des CPAM, de la PJJ. Donc, n'est systématique que dans 35% des situations ASE et 53% des situations PJJ. Troisièmement, pour nombre d'éducateurs, la santé apparaît comme un domaine très technique qui appartient seulement aux spécialistes. Quatrième conclusion, il existe des difficultés territoriales marquées, un manque d'offres globales de soins ayant été relevé à plusieurs reprises, associé à une faiblesse des ressources médicales. L'absence de réponse aux besoins en soins psychiques est naturellement relevée partout. Cinquièmement, le refus des soignants constitue le principal frein à l'accès aux soins. Ça n'est pas propre, naturellement, au cas particulier des enfants placés. Le coût des soins constitue une difficulté non négligeable. Il y a une implication souvent complexe et difficile des parents. Le passage à la majorité est un cap dangereux parce que certains jeunes peuvent alors se retrouver sans couverture médicale. Dans l'échantillon dans l'étude qui a été menée, c'est le cas de 73% d'entre eux. Les fins d'accueil aussi, c'est un peu la même chose. Il y a un risque qu'il y ait une rupture de la couverture médicale lors d'une fin de placement au cours de la minorité, lorsque l'enfant retourne vivre chez ses tuteurs légaux. Enfin, il a été noté dans cette étude le rôle majeur des assistants familiaux, premiers acteurs du soin des enfants placés. Et donc, la dimension de la santé n'échappe pas non plus à ce risque qu'on a souvent mentionné, y compris dans des situations les plus dramatiques, au risque de parcours fractionnés, avec un manque d'historicité, de prise en compte du temps, de globalité et de cohérence. Et heureusement, je dirais d'une certaine façon, la loi récente du 7 mars 2016 sur la protection de l'enfant, la nouvelle loi, a renforcé le volet de la prévention, avec notamment la création d'un médecin référent protection de l'enfance. Nous avons salué cette mesure qui devrait favoriser la coordination des acteurs en charge du suivi de la santé des enfants placés, qui est une des difficultés donc, que l'équipe de recherche avait relevées. Toutefois, naturellement, il faut encore prendre, après la loi, un décret d'application. Nous serons très vigilants sur sa rédaction. Peut-être que vous pourriez l'être tout autant, car surtout dans ces domaines, souvent, les textes réglementaires ont tendance à être en deçà des ambitions législatives. Il faudra l'éviter parce que le médecin référent protection de l'enfance, c'est, je crois, un progrès net et il faut qu'il se réalise vraiment sur le terrain. Enfin, le dernier exemple que je voudrais prendre pour montrer comment nous essayons d'agir en conciliant ou en résolvant le dilemme dont j'ai parlé au début, c'est un domaine que peut-être on évoque moins souvent et qui est celui de l'éducation. Et en tout cas, de celui, auquel nous essayons de nous consacrer, c'est-à-dire l'éducation au droit. On a beaucoup, depuis les assassinats, les massacres des 7, 8 et 9 janvier 2015, depuis la nuit du 13 novembre 2015, on a beaucoup fait appel, naturellement, au retour des valeurs, à la nécessité de travailler, d'inculquer
des valeurs communes. Mais nous pensons que pour les enfants, pour les adolescents, il est peut-être difficile et vain de vouloir, et d'une certaine façon le débat tout à l'heure l'a en partie montré, difficile et vain de vouloir les imposer d'en haut comme un modèle, dans la mesure où beaucoup ne sont pas forcément persuadés qu'il faut adhérer à ce modèle. Nous pensons au contraire que les droits doivent être intégrés dans l'éducation, le droit doit être intégré dans l'éducation et à partir de ce moment-là, permettre de comprendre la construction des valeurs qui sont en fait à la base des règles de droit et qui font que telle ou telle chose est interdite, telle ou telle chose est permise, ou que tel ou tel mécanisme permette d'assurer la responsabilité, un certain nombre d'activités économiques ou l'exercice des droits familiaux, personnels dans telle ou telle condition. Et c'est pourquoi j'ai voulu, depuis le printemps dernier, lancer un projet. J'espère que nous en verrons les premières manifestations concrètes à l'occasion de la prochaine rentrée, ou en tout cas avant la fin de l'année 2016. C'est un projet d'éducation au droit qui se traduira par un espace pédagogique sur notre site, mais aussi par des partenariats très importants avec des associations, des cliniques du droit, des professionnels, notamment bien entendu avocats, mais aussi des travailleurs sociaux ou des enseignants. Nous avons mis au point une dizaine de grands thèmes prioritaires pour comprendre le droit et connaître les droits. Le premier thème, c'est d'appréhender le droit comme fondement du lien social dans une société démocratique. Et puis, d'autre part, deuxième thème, nous mettrons l'accent sur l'appropriation des droits et des libertés reconnues aux citoyens, et plus particulièrement, naturellement, aux jeunes, à l'enfant, qui est le citoyen de demain. Et pour aller dans le même sens, notre rapport d'activité défenseur des enfants de l'année 2016, c'est-à-dire celui que nous allons préparer pour le 20 novembre 2016, sera consacré spécifiquement au droit à l'éducation. Voilà, j'ai essayé de ne pas me payer de mots et de ne pas terminer ces assises par des propos vains, mais au contraire de vous donner un sentiment ou des exemples de l'action réelle que, je crois, nous pouvons tous ensemble conduire. Et je voudrais terminer en élargissant, au sens vraiment propre de ce mot, mon propos, et en vous parlant de ce que sont les enfants qui sont, de temps en temps, bien entendu, sous la protection, dans la protection de l'enfance, qui sont souvent, et malheureusement le plus souvent, délaissés, qui n'appartiennent pas, pour l'essentiel, à notre communauté nationale, et qui pourtant sont ceux auxquels aujourd'hui nous devrions d'abord et en priorité songer, ce sont les enfants migrants. Parce que nous avons aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui. Vous savez, moi je suis par expérience quelqu'un qui a toujours inscrit son action, ses convictions et son action dans une perspective historique. L'histoire au sens propre, c'est-à-dire celle d'hier, mais aussi le destin qu'on est en train de se faire ou de se créer, individuellement ou collectivement. Et ce qui se passe aujourd'hui
non pas dans quelque endroit de l'Europe ou de la France, mais dans le monde, est pour l'humanité, en ce début du XXIe siècle, non seulement, bien entendu, un formidable défi, mais, il faut le dire très clairement, une très grande chance. Et il faut que nous l'envisagions ainsi. Il y a aujourd'hui, à peu près, selon les Nations Unies, 8 millions de personnes, un peu plus, qui sont mobiles et qui se déplacent à travers le monde, et notamment sud-sud, et pas seulement sud-nord, et qui relèvent de ce que je pourrais appeler les migrations traditionnelles, qu'elles relèvent de l'asile, qu'elles relèvent des migrations du travail, qu'elles relèvent des étudiants, etc., etc. Et il y a 18,5 millions l'année dernière de migrations qui relèvent de la situation climatique, c'est-à-dire plus du double. Ça veut dire que, je prends ces statistiques simplement pour montrer comment nous avons affaire là à un événement, à une situation massive, mais parfaitement incontournable. Ce n'est pas la peine de se dire il y a maintenant, cette année, depuis 2 ans, depuis 3 ans, une crise formidable, on voit des images à la télévision qui sont épouvantables, nous nous apitoyons, nous donnons de l'argent aux associations qui s'en occupent, nous essayons de faire le maximum, mais c'est la crise des migrants. Ça a commencé avec la guerre, probablement en Irak, après ce qu'a fait le président Bush, en 2003, et ça va se terminer dans quelques années, tout ça va se stabiliser et on remettra en place des gouvernements et tout ça, voilà. Et de la même façon, bien entendu, les phénomènes dont on a parlé tout à l'heure, de terrorisme, un jour, ils seront jugulés. Bien, parce que malheureusement, dans l'esprit de l'opinion publique, beaucoup de choses sont amalgamées injustement et inexactement, et faussement. Et à partir de là, on ne prend donc pas la mesure de ce qui est en train de se passer et de ce que sont, bien entendu, alors là, je reprends ma casquette et je dirai la vôtre, ce que sont les droits fondamentaux et les devoirs que nous avons de mettre en œuvre les droits fondamentaux de ces millions et millions de personnes et en particulier de leurs enfants. Nous avons, nous, le défenseur des droits, travaillé sur cette question à partir de, je dirais, le cas, comment puis-je dire, exemplaire ou caricatural, en tout cas illustratif, de Calais, du Pas-de-Calais et du Nord. Nous avons fait un rapport, vous le savez, au mois d'octobre dernier sur la situation à Calais de manière générale, qui a fait quelques bruits et dont les intéressés ont obtenu quelques avantages, quelques bénéfices, notamment parce que la juridiction administrative, reprenant nos conclusions, a imposé un certain nombre d'obligations humanitaires à l'État. Et puis nous avons en février, à la suite de visites qui ont été effectuées par Geneviève Abnard et nos équipes, nous avons pris une position spécialement concernant les mineurs. Nous sommes tout à fait décidés à poursuivre et à mettre la priorité sur cette situation. On peut discuter à perte de vue de ce qu'est la politique migratoire de l'Union européenne. Je pense, pour ma part, qu'elle est parfaitement condamnable, et celle de la France avec, naturellement, parce qu'elle tourne le dos à l'histoire de l'Europe et elle ne veut pas s'inscrire dans la construction d'un destin européen. Chacun, chez soi, sa petite soupe sur son petit feu. C'est la mort sans phrase.
Et donc, c'est ça la situation globale. Mais en ce qui concerne les enfants, je dirais qu'on est au-delà de la politique et de l'appréciation qu'on peut avoir sur ce que propose la Commission, ce que fait le gouvernement allemand, ce que fait le gouvernement français, ce que fait le gouvernement hongrois, ou ce que disent les politiciens britanniques à l'occasion de la campagne du référendum du 28 juin, et qui sont des choses abominables. Abominables. Une véritable instrumentalisation, manipulation de l'immigration et du phénomène migratoire aujourd'hui. Mais je dis qu'en ce qui concerne les enfants migrants, nous devons absolument nous battre tous, et en particulier ceux qui, comme vous, sont en charge de ce qui s'appelle la protection de l'enfance, de tous les enfants, et notamment à cause de l'obligation légale que nous avons à l'égard, nous la France, des mineurs non accompagnés, qu'on appelait avant, je trouve d'un terme plus juste, les mineurs isolés étrangers. Nous avons cette obligation légale et nous devons en particulier faire en sorte que les voies légales d'immigration soient ouvertes et non pas fermées ou restreintes comme elles le sont aujourd'hui, au risque de voir naturellement tous les contournements, tous les trafics, tous les malheurs, toutes les crises humanitaires comme celle que nous connaissons à Calais. Et donc, je termine mon propos par ça parce que je pense que le travail que vous avez fait depuis 2 jours, ce que vous essayez de faire progresser dans la mission si noble qui est la vôtre et si difficile, je le sais, parce que je ne suis pas devenu défenseur des droits comme ça, en claquant des doigts, mais parce que j'ai été 30 ans, moi aussi, je veux dire, au charbon, comme élu local ou responsable national. Cette mission, il faut bien concevoir qu'elle est au service d'une humanité, et pas seulement, chacun dans notre responsabilité administrative, d'un service dans lequel nous travaillons, où nous essayons de faire le mieux possible, malgré les difficultés, au service de l'humanité, d'une humanité dont la caractéristique essentielle, je le rappelle, c'est qu'elle est composée aujourd'hui de 7,5 milliards d'hommes et de femmes qui sont chacun égaux en droit et en dignité, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient leurs différences, et en particulier pour ce qui est des enfants et des adolescents, qui doivent être tous dans les mêmes conditions, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur situation de famille, quel que soit leur niveau d'instruction, quel qu'il soit. Et si nous le faisons, si nous nous donnons en quelque sorte, au-delà de notre travail quotidien, cette mission, cette ambition, alors nous ferons ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire plusieurs fois. Nous rapprocherons les lèvres de la coupe ou la coupe des lèvres. C'est-à-dire que nous ferons que l'ambition, ou la, si je veux être méchant, prétention de notre pays, d'être le pays des droits de l'homme, sera un peu mieux réalisée. On dit toujours que le marqueur des droits de l'homme, c'est le sort qui est réservé aux étrangers dans un pays. Eh bien, moi, je dirais que le marqueur des droits de l'homme, c'est le sort que nous sommes capables de faire à tous les enfants et comment nous sommes capables de se battre pour qu'ils soient tous égaux, tous heureux. Je pense que c'est la conclusion qu'il faudrait tirer et la plus haute de ces 2 journées. Merci. Oui, oui, oui.